Bon, ben, je vais commencer par, comme le dirait ma consoeur ministre de la Culture, par tuer les fake news, parce que utiliser le terme de fake news dans nos sociétés actuelles, ça paraît difficile. Donc, ces fausses nouvelles que nous recevons tous, je vous rappelle que ce sont des affirmations mensongères dans le but de manipuler ou de tromper le public. Quand on dit ça, on comprend combien ça peut être nocif. Elles existent depuis toujours, depuis que le monde existe, mais elles ont pris bien sûr une grande ampleur depuis Internet et disons la profusion des réseaux sociaux. On peut citer leur influence d'ailleurs depuis deux événements marquants, le Brexit et l'élection de notre président des États-Unis, Donald Trump. Alors, on s'en inquiète lorsqu'il s'agit de sujets sans gravité, même s'il s'agit d'élections, mais lorsqu'on parle de la santé, c'est encore beaucoup plus grave et on voit bien que nos concitoyens sont très, très friands de toutes ces fausses nouvelles. Ils en font des complots, ils en font des tas de sujets d'actualité et ils en arrivent même à délaisser les informations qui, elles, sont fiables. C'est donc pour cela que nous avons eu le souci d'en parler aujourd'hui, après cette crise que nous continuons à vivre. Et pour ce faire, nous avons invité 6 acteurs influents sur le sujet, qui sont donc ici présents autour de moi. Je vais commencer, puisqu'il n'y a qu'une seule femme qui représente dans cette table ronde. Je représente Giovanna Marsico, qui est déléguée au service public d'information au ministère des Solidarités et de la Santé. Ensuite, par ordre alphabétique, nous aurons Thomas Borel, directeur scientifique du LEM, Vincent Bouvier, président du groupe Vidal et qui est membre de la BUM, Gérald Kierziek, journaliste à TF1, directeur médical Topissimo et urgentiste, Stéphane Corsia, qui est un rédacteur médical grand public, et enfin, c'était bien la place ici, Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de France Assos Santé, c'est-à-dire qui représente ici les patients pour qui ce sujet est vraiment très important. Alors avant de commencer, si vous voulez bien, avant de vraiment rentrer dans le débat, j'aimerais bien que chacun des intervenants, en commençant par Giovanna, nous dise comment il vit justement ces fausses nouvelles, comment dans sa fonction actuelle, il le ressent. Et dans la deuxième partie de la table ronde, nous verrons comment proposer des solutions, des propositions. Donc, première partie, comment vous le vivez, comment vous le ressentez, comment vous y faites face. Deuxième partie, comment vous nous proposez d'en sortir. Giovanna, c'est à vous. Merci. Donc, merci beaucoup à Marie-Augée et merci de cette invitation. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Ma fonction de déléguée au service public d'information en santé a été justement conçue dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé en 2016, lors de la création du service public d'information en santé pour assurer que les citoyens puissent recevoir une information fiable, de qualité, accessible, actionnable et gratuite. Qu'est-ce que cela veut dire? Fiable, c'est une information fondée sur les preuves. De qualité, c'est une information qui a été élaborée par des acteurs reconnus, missionnés soit par la loi, soit par la compétence, par l'expertise sur la production de l'information en santé. Accessible, une information qui est adaptée au niveau de compréhension de ses destinataires, donc avec une réflexion importante sur le niveau de littératie des personnes. Actionnable, une information concrète, très pratique qui permettent à l'usager, aux citoyens de s'en approprier et de l'utiliser pour ses choix. Et enfin, une information évidemment gratuite pour respecter le principe d'égalité de chance pour tous les citoyens. Dans ce cadre donc, du service public d'information en santé, nous avons dès le départ créé un site qui s'appelle santé.fr, qui a vocation non pas à remplacer
les acteurs existants, les producteurs d'informations et de contenus fiables, mais de réunir la matière qui est produite, de la valider sur la base d'un standard de l'information en santé qu'on a construit avec tous nos partenaires parties prenantes et d'en permettre un accès unique dans un seul espace de confiance pour que le citoyen puisse retrouver toutes les informations utiles qu'il cherche dans cet espace et ne pas se perdre dans la dispersion extrêmement importante d'informations qui existent sur le web où Marie-Augée a bien identifié toutes les difficultés en termes de qualité et de disparité d'informations. Giovanna, on est presque déjà dans les solutions qu'on va nous proposer. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Gérald. Je vais tout de suite passer la parole à Gérald, puisque lui, il est au cœur de l'actualité et on le voit sur les ondes se battre effectivement avec toutes ces fausses nouvelles. Gérald, dis-nous, comment tu fais, Bonjour. toi? Non, la ligne de crête. Attends, je vais mettre la vidéo. Vous m'entendez, bonjour à tous. Tu veux qu'on fasse quoi là? Tu veux qu'on démarre pendant 5 minutes, c'est ça? Et après, on enclenchera la table ronde? Tout à fait, tout à fait. Tu dis comment toi, tu vis toutes ces choses. Alors, les fausses nouvelles, parce qu'en fait, c'est une ligne de crête. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des fausses nouvelles, mais il y a vraiment un complotisme et on le voit avec des choses qui sont aberrantes, qui souvent prennent le prétexte scientifique comme et puis après, c'est une distorsion de la réalité. Du côté, j'allais dire, dans les fausses nouvelles, il y a aussi l'alarmisme. On a dit les alarmistes et les rassuristes. Et en fait, les deux sont aussi délétères parce que je trouve que en termes de comportement, d'anxiété des gens, et on voit que la santé mentale, c'est un vrai sujet. Donc, qu'on soit rassuriste ou alarmiste, on est dans des choses qui ne sont pas la réalité. Alors moi, souvent, je me définis comme étant un pragmatiste. Et le pragmatisme, finalement, c'est-à-dire rester factuel, rester, comme disait Giovanna, avec un processus en particulier de vérification. Alors moi, c'est ce que j'essaye de faire sur les ondes de TF1, LCI et puis sur Doctissimo, parce que tu as rappelé que j'en avais pris la direction médicale. Les journalistes le font dans la rédaction aussi et essaient de soit débunker des fake news, soit nous-mêmes, quand on prend une position, que ce soit à la télé ou que ce soit sur Doctissimo, de pouvoir avoir cette position un peu modérée, pragmatique, critique éventuellement, parce que je pense que d'être juste un relais d'informations, de communiqués de presse, en particulier gouvernementaux, etc., peut prêter le flanc aussi à des fake news parce que ça peut prêter le flanc à un manque d'objectivité. Donc, je crois que c'est important aussi de pouvoir critiquer, de pouvoir avoir un point de vue. Et alors, moi, mon point de vue, c'est un point de vue clairement d'éditorialiste, mais de médecin de praticien de terrain. Et ça permet d'avoir une espèce d'adhésion qui aujourd'hui est problématique. C'est-à-dire que je trouve que ces derniers mois, la parole médicale a été complètement démonétisée. Parce qu'il y a eu… Alors, je dis médical… Comment? Non, vas-y, continue. Je dis médical, mais c'est au sens large, hein, c'est scientifique, médical, ce que vous voulez, parce que globalement, vous mettez un titre de professionnel de santé, de docteur, de professeur devant n'importe qui, y compris des gens qui sont professeurs en mathématiques et qui vont parler à la télévision. Alors, il y a une responsabilité des médias, hein, parce que c'est clair que quand on fait parler des gens qui ont pas de compétences particulières sur le sujet, mais qui ont quand même la parole au même titre que d'autres qui ont vu des Covid, alors que d'autres n'ont jamais vu de Covid de leur vie ou sont des statisticiens purs. On voit bien qu'il y a un problème parce que pour le grand public, ce sont des docteurs et des professeurs ou des scientifiques et donc leur parole, elle est égale. Et depuis des mois, on a vu au fur et à mesure cette parole se démonétiser. Très clairement, avec des gens qui se tapaient dessus, verbalement évidemment, mais quasiment physiquement sur les plateaux de télévision. Il faut remplir 18 heures sur 24, effectivement, d'informations. Des gens ont fait des tribunes, des contre-tribunes. Donc, la parole scientifique qui était déjà… Il y avait déjà un problème de défiance. Et je vous rappelle que moi, j'avais été missionné par l'ancienne ministre Agnès Buzyn sur le lévothyrox pour essayer de regagner cette confiance. Comment on fait? Et je pense que c'est important ce que fait Giovanna, les sites d'information publique, c'est capital. C'est capital aussi qu'il y ait une confiance dans les interlocuteurs scientifiques et médicaux. Au début de cette crise, je me suis dit chic, ça va permettre de
renouer cette confiance. Les gens applaudissaient les soignants. On va avoir vraiment, on va remettre les soignants, les scientifiques au cœur du jeu finalement. Et au fur et à mesure de la crise, malheureusement, je trouve que leur parole s'est décrédibilisée et je trouve que la confiance ou la défiance envers les professionnels, elle est encore pire à date que ce que c'était avant cette crise du Covid. Et je pense qu'il va falloir, pour remonter la pente, ça va être extrêmement compliqué. Alors moi, je me suis toujours gardé d'être dans les débats Gérald, pour… il faut que je te coupe parce qu'on n'arrivera pas tous à donner nos… D'accord. Bon, voilà. Donc, clairement, moi, je pense que ça a démonétisé la parole médicale. Est-ce que Stéphane Corsia peut donner lui aussi son avis puisqu'il était un petit peu sur le même sujet par rapport à la crédibilité médicale? Stéphane Corsia? Oui, donc… Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors moi, j'ai la particularité de voir les choses à la fois du côté grand public et du côté médical, puisque je produis à la fois des contenus quasiment que sur la Covid depuis mars pour le grand public, dans un aspect lutte contre les fausses nouvelles, les infox. Et de l'autre côté, je fais des articles de synthèse pour les soignants dans le cadre du site de Vidal. Et donc, moi, ce qui me marque le plus dans cette période, et j'ai comme point de comparaison l'épidémie du VIH, puisque je suis assez vieux pour avoir fait le même métier au moment du VIH, c'est qu'on a vu apparaître des concepts qu'on n'avait jamais vus avant. Alors, bien sûr, il y a l'infox, la fake news, mais on a vu arriver la fake news médicale grand public, c'est-à-dire une fake news à destination des médecins et des scientifiques, c'est-à-dire des fausses informations, des fausses études, des études pourries, etc., qu'on voyait. Mais là, ça a infusé dans le grand public. Et les gens ont commencé à se battre autour d'études sans avoir la moindre idée de ce que c'était qu'une randomisation ou un P inférieur à 0,05, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est le rôle qu'a joué ce qu'on appelle grossièrement la complotosphère, dans le cadre de l'épidémie parfois appelée Raoultosphère, dans le débat public, à la fois au sein de certains médias qui leur ont laissé la bride sur le cou, mais aussi au sein des réseaux sociaux. Et c'est beaucoup au sein des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une des particularités de cette épidémie qu'on n'avait pas connue avant, puisque la dernière épidémie H1N1, ça a commencé, mais ce n'était pas développé à ce point-là. Donc ça, c'est un autre… Et cette irruption de la complotosphère, elle est violente. Elle est vraiment violente. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des médecins qui sont menacés physiquement, quand même. On n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que la technologie actuelle permet d'augmenter encore le rôle des réseaux sociaux? Parce que tu nous as parlé un jour effectivement de ces robots qui font eux-mêmes, si tu veux, la diffusion de l'information. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ce qu'on n'a pas vu, effectivement, qu'on n'avait jamais vu et que les gens n'ont pas forcément en conscience, c'est que, par exemple, sur des réseaux comme Twitter, beaucoup de réponses inflammatoires à des posts sont faites par des robots. Des robots que des gens autour de certaines équipes scientifiques méditerranéennes ou des anti-vax, etc., ont mis en place pour propager des informations erronées et voire mettre de l'huile sur le feu, etc. Ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu quand même. C'est quand même fort de café. Voilà. Donc, et ce qui aussi ce qui m'a marqué, c'est au sein des médias, et de certains médias, cette espèce de ce que Étienne Klein a appelé l'ultracrépidarianisme, c'est-à-dire la propensité des experts à parler d'autre chose que de leur propre domaine d'expertise. Oui. Et ça, on l'a beaucoup vu. Moi qui suis vétérinaire de formation, j'ai beaucoup ri en voyant un néphrologue parisien assez connu nous parler des maladies des visons, ce que j'ai trouvé assez drôle, puisque moi, de toute façon, je suis vétérinaire et j'écris sur la médecine humaine. Donc, ça ne me décoiffe pas plus que ça, enfin, si je puis dire. Mais voilà. Donc, ça c'est des choses… Enfin, je regarde assez peu la télé, donc j'ai été peu exposé à ça. Mais globalement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'état de tous les gens qui communiquent là-dessus, on est tous un petit peu fatigués, là. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être à la fois Sisyphe, on remonte le rocher tous les matins, et de remplir le tonneau d'Anaïde, quoi. C'est-à-dire, chaque jour, on est obligé de ressortir les mêmes études et les mêmes papiers de référence pour contrer les mêmes fausses nouvelles qui circulent et qui reviennent. Comme les hirondelles au printemps, quoi. Enfin, c'est un peu effrayant. Voilà. Avec l'aide des robots. Jean-Pierre Thierry,
est-ce que tu as cette même perception, toi, qui est du côté des patients, c'est-à-dire de ceux qui reçoivent tous ces flots d'informations? D'abord, merci. C'est Gérard Raymond qui aurait dû être là, mais il ne pouvait pas être là. Je crois qu'il a un conseil d'administration. Donc, merci pour l'invitation et pour les travaux de l'association. Je pense qu'il y a, pour prendre le terme de fake news, il y a deux niveaux. Il y a la fake news classique. Alors moi, j'avais rencontré des amis, puis un jour, j'ai découvert qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas eu de conquête lunaire et que tout avait été fait dans des studios d'Hollywood. Bon. Donc, je dirais, il y a un niveau de fake news qui est assez bien repéré, d'ailleurs, dans les sites grand public. Bon, c'est du debunkage, etc. On peut lutter contre ça. Ce qui est vraiment préoccupant, en fin de compte, c'est un peu le témoignage de Gérard, c'est-à-dire que à travers cette crise, on s'est aperçu qu'il y avait un niveau de controverse scientifique et médicale très élevé, qui n'était pas obligatoirement connu du grand public. Et en sous-jacent, je dirais, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème qui a été illustré, c'est la qualité moyenne basse des publications scientifiques et médicales, qui est assez bien documentée par ailleurs. D'abord dans les publications prédatrices, donc les gens ont pu découvrir qu'on pouvait payer pour faire passer n'importe quel article médical et scientifique et qui pouvait être référencé, exploité médiatiquement, y compris par ceux qui avaient des titres de professeurs. Ensuite, le fait que cette qualité a blessé et que la recherche de la publication à tout prix était encore reconnue institutionnellement, pouvait conditionner des crédits, mais en fin de compte, donc évidemment alimentait cette forme de fake news beaucoup plus inquiétante que la première, qui devrait être résiduelle et qui devrait disparaître si on éduque bien dès le primaire la population de n'importe quel pays. Mais il y en aura toujours, c'est pas ça qui est central. Ce qui est central, c'est les effets de la controverse scientifique. Et puis il y a un troisième niveau qui est vraiment pointé du doigt principalement aux États-Unis aujourd'hui, c'est l'absence d'arbitrage politique en face de fake news. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité du politique à des fins d'instrumentalisation, de s'emparer du fake news, alors plutôt de deuxième ordre, dans la controverse scientifique, encore que la relation vaccin-autisme, par exemple, qui a été populaire auprès de l'administration Trump, on peut la classer dans la première catégorie ou presque, tellement c'était gros. En réalité, elle était déjà dans la deuxième, puisqu'il y a eu une conférence de presse du Lancet qui a démarré l'affaire. Donc, c'était encore référencé dans un des plus gros journaux. Donc, le troisième niveau, c'est l'arbitrage du politique, où il y a eu des ratés en France et où c'est en train de s'améliorer progressivement. Mais on voit que le problème peut être posé. Alors, sachez qu'il y a un grand éditeur scientifique qui a fait une étude internationale sur la défiance. Alors, sur une forme de défiance, ils ont posé à plus de 20 000 chercheurs dans le monde la question, est-ce que dans votre pays, le politique a suivi le scientifique? Et en fin de compte, on s'aperçoit que les États-Unis alors sont derniers, que la France et l'Angleterre, par exemple, ne sont pas très bien placés dans ce domaine. Voilà, je vais juste m'arrêter là, Marie. Oui, nous avons entendu la voix du ministère, la voix des médias, la voix du patient. Maintenant, on va demander à ceux qui sont là pour les professionnels de santé. Il y a bien sûr Vincent, toi qui as la charge d'informer les professionnels de santé, comment tu ressens ce qui se passe de leur côté? Eh ben, je pense, en écho avec tout ce qui vient d'être dit, les professionnels de santé qui sont sur le terrain, qui sont ceux avec lesquels nous travaillons, ils ont manifesté une intensité très supérieure à d'habitude en termes de demande d'informations de référence, précisément, ce que nous essayons de faire au quotidien sur les produits de santé. Et parce qu'ils ont été vraiment pris sous le feu de leurs patients. Et on voit là probablement l'importance extrême, quand on parle des fake news, de cet échelon des professionnels, mais qui se sont eux-mêmes retrouvés démunis parce qu'eux-mêmes n'avaient pas une information qui était pour autant qu'ils pouvaient juger parfaitement fiable. Et donc, le rôle de ceux qui essayent au quotidien de faire une information de référence a été mis en exergue et je retrouve bien là les mots de Giovanna au début. Effectivement, il y a ce besoin et c'est certainement un élément fondamental pour lorsqu'on réfléchit à comment travailler sur la question des fake news. Plus particulièrement sur le point de Vidal, l'information de référence aujourd'hui sur laquelle nous travaillons, mais pas seulement Vidal, c'est une information qui est principalement réglementaire.
Et un élément quand même très marquant de cette crise, c'est la vitesse. Et c'est donc le fait que l'information réglementaire, qui est notre matière première, eh bien, elle n'était plus tout à fait efficiente en l'occurrence. Et nos équipes, pour travailler, ont dû se tourner vers une information beaucoup plus chaude, scientifique, mais elle a posé chez nous très clairement la question de la capacité à interpréter l'information et donc plus généralement à, si vous voulez, à exercer cette question de l'analyse critique de la littérature. Voilà. Est-ce que les professionnels ont cet esprit critique assez développé? Mais très clairement, c'est très émergent chez eux. Et vous savez, l'internat de médecine maintenant comporte cette matière. C'est même la plus importante. 10% de la note finale à l'internat, c'est la lecture critique de la littérature, mais c'est très récent. Et tous ceux qui exercent aujourd'hui ont probablement dans ce domaine encore un certain nombre de difficultés et ont besoin de s'appuyer sur des gens, sur des sources de référence. Ça continuera certainement d'ailleurs, mais c'est certainement en tout cas, sans anticiper, un levier important, développer cette expertise chez les professionnels de santé. Thomas, enfin les industriels maintenant, comment vous ressentez la situation actuelle? On ne peut pas dire que l'industrie pharmaceutique soit l'industrie la plus aimée en France. Et quelles sont, pas encore les solutions, mais comment vous la vivez et comment vous avez eu à apporter votre pierre à l'édifice? Merci Marie-Josée. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre brièvement autour de 3 points importants. Le premier, c'est la prise de conscience que nous avons tous autour de cette table et dans la salle de l'enjeu sanitaire majeur associé à ces infox, à ces fake news, et qui ne fait que s'accentuer, s'aggraver ces dernières années, en particulier lorsqu'on parle des fake news sur le médicament. Jean-Pierre Thierry, tout à l'heure, citait un exemple vaccinal bien connu dans le domaine de l'autisme. C'est effectivement quelque chose qui est parti dans début des années 90 de mémoire et qui, 15 ans plus tard, il a fallu plus de 15 ans pour démentir cela et que ce qui avait quand même été au départ une fake news organisée par l'auteur de ce papier sur le lien entre vaccin rougeole et autisme a quand même conduit à une baisse significative de la couverture vaccinale, notamment au Royaume-Uni dans le domaine, et donc à un certain nombre de décès. Je prends cet exemple historique pour rebondir sur ce qu'évoquait Jean-Pierre Thierry, et évidemment, dans le contexte actuel de la Covid et des enjeux vaccinaux et de couverture vaccinale associés à la Covid, une grande inquiétude sur cet enjeu sanitaire qui va être potentiellement abîmé, je dirais, sur les enjeux de santé publique par tout ce qui va être propagé ou ce qui est déjà propagé dans le domaine des fake news sur le vaccin, par exemple. Donc, c'est avant tout un enjeu sanitaire, une préoccupation majeure que je veux souligner. Deuxième point à souligner, c'est que ça provoque pour les entreprises du médicament une frustration considérable. Et vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, parce que l'incapacité ou l'impossibilité pour les entreprises de rectifier une information qui est erronée sur les médicaments ou sur l'usage des médicaments, alors qu'elles ont parallèlement une responsabilité sur le bon usage de leurs produits, des médicaments qu'elles commercialisent, est vécue comme évidemment une frustration. Cette frustration, elle est liée, ou cette impossibilité de rectifier l'information, elle est liée à des conditions réglementaires qui empêchent l'entreprise du médicament de rectifier un certain nombre de données qui sont notamment propagées sur les réseaux sociaux, puisqu'elles sont tout de suite régies par le contrôle de la publicité ou de l'information médicale par la NSM, comme ça doit être le cas pour les informations classiques. Mais en situation de crise, on n'a pas trouvé la solution encore, on n'a pas mis en place les dispositifs importants ou à faire évoluer. D'ailleurs, pour certains d'entre eux, étaient préconisés dans le rapport de Gérald Kazak et de Magali Léo, auquel Gérald faisait référence tout à l'heure. Et puis parce que c'est aussi une frustration, parce que dans la problématique d'image que tu évoques un instant, si nos concitoyens ont une confiance significative, en général, sur les entreprises du médicament, dans leur capacité d'innovation ou à faire évoluer le système de santé, la confiance sur l'information qui est distribuée ou donnée par les entreprises du médicament est toujours très relative. Malheureusement, un Français sur 2 considère que, émanant des entreprises du médicament, l'information n'est pas toujours suffisamment claire, transparente, etc. Donc, cette frustration majeure. Et pour finir, et rapidement, évidemment, la perception, mais je pense qu'on va tous partager ça autour de la table ronde, c'est qu'on ne peut répondre à ça que de façon collective et que l'enjeu, il est collectif.
et que les réponses que nous pourrions apporter, on développera ça sûrement au cours de cette table ronde, ne peuvent être que des réponses qui prennent à la fois des actions sur les émetteurs, des actions sur les récepteurs de fake news, mais aussi des actions sur les diffuseurs, et que ceci ne peut se faire que par des alliances collectives, notamment des parties prenantes que nous sommes tous autour de cette table. Oui, effectivement, on a tous le sentiment que si on avait une information extraordinaire, scientifique, qui soit répétée sous la même forme, etc., on arriverait à tuer toutes ces fausses nouvelles, mais on voit bien que c'est un schéma très difficile à obtenir. On voit bien que ce qui a été fait déjà par l'équipe de Giovanna, c'est déjà une solution, mais qui accède au site, qui peut le répercuter, etc., etc. Donc maintenant, nous allons passer dans cette deuxième partie et je vous laisse intervenir dans l'ordre que vous souhaitez. Et comment vous voyez, au travers du grand public, des professionnels de santé, des associations de patients, de l'ensemble des acteurs qui sont ici, comment vous voyez qu'on pourrait construire, je dirais, à partir même de la formation dans les écoles et plus tard à l'université, etc., comment on pourrait construire vraiment une désolution à toutes ces fausses nouvelles qui empoisonnent la vie et qui mettent le doute dans tous les esprits. Qui est-ce qui veut en parler tout de suite? Ouh là là. Moi, je peux me lancer. Gérald. Vas-y. Ah, pardon, vas-y. Gérald. Vas-y. Oui, je veux bien prendre la parole parce que je serai obligé de vous laisser à 15 heures en plus. Bon, comme ça a été rappelé, en fait, la problématique sur le lévothyrox, c'était la même chose finalement, avec vraiment des clivages, les anti et les pros. Alors là, ça a été la chloroquine. Le lévothyrox, c'était il y a quelque chose qui existe, il n'y a rien qui existe. Ça vient du médicament, ça ne vient pas du médicament. Et qu'on a toujours les mêmes problèmes de communication avec difficultés supplémentaires, une urgence maintenant de l'information et une diffusion qu'on ne maîtrise pas. Ça a été dit avec les réseaux sociaux et avec les chaînes info. C'est-à-dire qu'on est clairement maintenant avec une pléthore d'informations non maîtrisables. Donc, je pense qu'il y a un vrai job à faire déjà avec les journalistes qui avaient un rôle de filtre pendant des années et qui doivent retrouver ce rôle de filtre. Et on avait préconisé dans le rapport avec Magali et d'autres, on avait préconisé une formation scientifique des journalistes et je pense que ça serait vraiment pas une mauvaise chose. On l'a vu très clairement là où quand vous parliez d'un néphrologue sur tous les plateaux télé qui énerve tout le monde, hein, parce que s'il y en a bien un qui n'a jamais vu un Covid de sa vie, c'est bien le néphrologue. On voit bien que les journalistes, quand ils invitent des gens, ils ne savent même pas ce que c'est que la néphrologie. Il y a quelques semaines, le journaliste qu'il avait invité, à la fin, me dit, un journaliste célèbre dont je tairai le nom, me dit, mais qu'est-ce que c'est que la néphrologie, au fait, comme spécialité? C'est-à-dire qu'ils ont tous un formatage Sciences Po, économie, etc., qui est tous le même formatage journalistique, et il n'y a absolument aucune formation scientifique, sauf la fameuse filière de l'ESJ de Lille, où on les avait auditionnés, et on pense que ça serait très bien qu'il y ait plus de gens qui puissent dans les rédactions être des journalistes scientifiques et dans les rédactions spécialisées. Parce que le problème, les fake news, elles ne sont pas chez Doctissimo ou elles ne sont pas sur le site de Giovanna ou sur Vidal. Les fake news, elles sont ailleurs que dans ces sites-là. Donc nous, dans nos propres rédactions, on a des journalistes spécialisés, mais le problème, c'est que c'est insuffisant. Et donc nous, on fait bien le boulot, mais il faut aller maintenant infiltrer ailleurs, comme font les robots, comme font les complotistes ou comme font d'autres, avec des gens spécialisés dans les rédactions généralistes, et ça me semble vraiment capital. Donc la formation des journalistes. Formation des journalistes, oui, mais formation continue, vu la rapidité des informations et vu la rapidité, si tu veux, des découvertes et des technologies actuelles, c'est d'une formation continue qu'il faudrait, c'est-à-dire alimenter sans arrêt. Donc c'est là où c'est il y a clairement les deux. Il y a une formation initiale, il faut ouvrir les filières et les vannes, et puis formation continue. Il y a des gens, après cette crise Covid, qui seraient très intéressés pour pouvoir venir justement sur cette thématique-là. Donc, pourquoi pas. Je pense qu'après, qu'il y a des outils technologiques, alors que moi, je ne maîtrise pas, qu'on essaie de mettre en place à Doctissimo, notamment des outils d'intelligence artificielle qui permettent de repérer, de débunker un certain nombre de choses et qu'on va utiliser en routine. Donc, il y a débunker les fake news, ce que font du fact-checking, etc. Mais je pense qu'il faut aller au-delà parce que comme on a une espèce d'invasion de robots, on est en train de développer des outils avec notamment une start-up pour pouvoir mettre en place cet outil de manière routinière parce que c'est important de pouvoir contrer. Et puis après, il y a quand même un filtre qui n'a pas joué là aussi, c'est le filtre déontologique. C'est-à-dire que quand on a un conseil de l'ordre qui ne fait rien ou qui ne dit rien, il doit remplir son rôle.
Et il doit remplir son rôle uniquement pas que dans un camp ou pas que dans un autre et pas que 6 mois après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a un code de déontologie qui est bafoué à longueur d'antenne et de jours, bah, il faut vraiment que le Conseil de l'ordre joue son rôle dans nos différentes professions. Et je pense que ça serait quand même un gardien extrêmement intéressant. Donc, je pense qu'il faut remettre de la déontologie parce que finalement, relisez le code de déontologie, en tout cas ce qui concerne ma profession médicale, tout est mis dedans. Je veux dire, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas dire des choses en dehors de ce qui est prouvé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas jeter en opprobre et en pâture toute une profession comme c'est fait parfois, souvent, par des confrères qui s'écharpent sur les plateaux télé et qui nuisent à toute une profession et qui nuisent à la santé publique. Bon, Gérald, premièrement, donc, formation des journalistes et application d'une déontologie, voire même intervention des ordres lorsqu'il s'agit de professionnels. Mais bien sûr, intervention Stéphane, des ordres et outils technologiques. Stéphane, oui, c'est Thomas, je peux continuer si tu veux. Non, c'est Thomas, pardon. Non, mais je vous en prie, on peut. Moi, je voudrais juste, je vais en profiter pour vous faire état, parce que je disais tout à l'heure, c'est un enjeu collectif. Alors, il est vrai, là, depuis quelques mois ou bientôt un an, dans le cadre d'une instance qu'on a créée, le Lab Médicaments et Sociétés, on a réuni justement un certain nombre de professionnels de santé, de représentants de patients, de représentants d'entreprises, pour réfléchir à cette question des fake news. On va bientôt pouvoir vous communiquer un rapport et sûrement surtout organiser une manifestation dédiée à cela sur les enjeux du fake news sur les médicaments. Mais donc, je vous livre quelques axes de nos recommandations parce que je pense que, évidemment, plein de sens, j'espère, par rapport à ce qu'on évoque là. Et nous, on pense qu'on a essayé d'échafauder 5 axes de recommandations qui vont faire écho à ce qui a déjà été évoqué. Le premier axe, c'est probablement de travailler sur le sujet vis-à-vis du grand public en termes de culture. Je parle des fake news sur le médicament, de culture sur le médicament. Parce que ce déficit de culture générale sur le médicament et de sa complexité évidemment technologique dans ses process de réglementation, dans ses process de production, est sûrement une arme qu'il conviendrait de renforcer auprès du grand public. Et je donne un exemple, par exemple, mettre en place des outils, des chatbots ou autres outils de ce type pour qu'il y ait des sources qui soient utilisables facilement par le grand public pour expliquer les choses. Ça, c'est plus de la pédagogie. Après, il y a un deuxième champ qu'on évoque, d'ailleurs que vient d'évoquer Gérald, c'est sur le sujet du relais que représentent notamment les journalistes. Et Gérald vient d'évoquer un exemple sur les écoles de journalisme de Lille. Probablement aller soutenir, former, soutenir les journalistes pour que leur propre culture et analyse critique et lecture critique d'articles, les journalistes n'étant pas tous médecins comme tu l'es Gérald, puissent avoir effectivement ce sens critique de l'information qui est diffusée sur le médicament. C'est un exemple sur les journalistes, mais je pense qu'il faut aussi saisir ce qui est en train de se construire autour de la maison des sciences et des médias, qui se construit actuellement, et de participer à ça d'une façon ou d'une autre pour en faire un lieu où cette analyse critique auprès d'un certain nombre de professionnels de l'information pourra être utilisée. Après, il y a un troisième champ de réflexion que nous avons conduit qui est comment est-ce qu'on renforce ça auprès des professionnels de santé que nous sommes pour un certain nombre autour de cette table. C'était évoqué tout à l'heure par Vincent, et pour avoir fait des souvenirs d'evidence-based medicine dans ma formation médicale, la lecture critique d'articles est quelque chose qui est quand même, heureusement, je suis content de l'entendre dire de Vincent Bouvier à l'instant, plus développé aujourd'hui, mais ne l'était pas tant que ça et ne l'a pas été tant que ça au fil des formations initiales et doit sûrement être renforcé dans le cadre des formations continues. Et cette approche critique de la littérature scientifique dans le cadre du DPC, typiquement, pourrait être aussi largement développée ou plus développée pour être renforcée. Voilà trois points. J'en évoque un quatrième et c'est sûrement Giovanna qui sera plus à l'aise pour en parler. Je pense qu'aujourd'hui, structurer le travail autour d'une politique nationale structurée, de développer le SPIS, de développer le service interministériel de l'information, d'avoir des plateformes qui soient effectivement des plateformes labellisées, reconnues, et ça a été évoqué aussi tout à l'heure, le rôle et l'importance de la parole publique lorsqu'on parle de sujets aussi sensibles qui peuvent donner lieu à non seulement des avis contradictoires, mais du coup propices au terreau des fake news, est sûrement aussi un des points importants et qui est en train de se développer, mais sur lequel il conviendrait encore de renforcer. Et enfin, si je peux finir avec un dernier point, je pense qu'on ne peut pas lutter contre cela sans agir sur les outils de diffusion d'informations que sont les plateformes, les réseaux sociaux, etc.,
Et il y a probablement des choses simples à faire autour de ça, hein, des choses simples qui consistent à labelliser, comme ça se fait pour d'autres champs que le domaine de la santé, ou à utiliser des outils du type un Wikipédia dédié à la santé, un Wiki Santé, hein, qui permettrait aussi d'alimenter du fact-checking de façon pertinente. Voilà quelques exemples sous le champ de ces recommandations sur lesquelles nous travaillons actuellement dans le cadre de ce Lab Médicaments et Sociétés qui se réunit depuis un an sur ces questions-là. Giovanna? Le micro, Giovanna. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est bon. C'est bon. Effectivement, merci de cet échange. Il est vraiment très, très riche et il me rassure sur le sens de ce qu'on porte Hospice. Moi, je voulais revenir encore sur la question de la multifactorialité de ces fake news. C'est-à-dire que les fake news, ce n'est pas que l'émergence des réseaux sociaux, ce n'est pas que la méfiance vis-à-vis de l'expertise. Ça, c'est généré de plein de causes. Et l'une qu'on paye aujourd'hui, à mon sens, est cette distance que le grand public a eue vis-à-vis des professionnels de santé, du langage des professionnels de santé, du jargon, de la connaissance profonde que les professionnels ont toujours eue, mais vis-à-vis de laquelle les patients étaient toujours écartés. C'est-à-dire, madame, monsieur, c'est moi qui sais, vous limitez à exécuter mes ordonnances. Alors, bien évidemment, depuis le XXe siècle, on a évolué. Il y a eu les États généraux des malades, il y a eu tous les mouvements évoqués par Stéphane tout à l'heure sur la lutte contre le sida, l'émergence de la démocratie sanitaire, les plans cancer, tout ce qu'on veut, la loi Kouchner, mais aujourd'hui, on paye le prix de ce langage, de cette information verticale, donc de la verticalité de l'information, qui ne permet pas aux usagers de s'impliquer, de se sentir maître, acteur aussi de l'usage de cette information sur leur choix. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'accessibilité, de l'actionnabilité, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dans une disposition d'âme de subir et de obéir. Ils veulent rentrer, ils veulent participer, ils veulent s'impliquer et le deuxième facteur qu'on rentre, on s'implique davantage dès lors que l'information va dans le sens de nos croyances. Donc, clairement, tout le dispositif par exemple, du naturalisme. Je remplace l'antibiotique avec les fuels de herbes de montagne parce que ça me rend plus confiante, parce que l'antibiotique, quelque part, on ne sait pas trop. Et les vaccins, on n'en parle pas. Voilà, il y a toute cette idée que cette logique d'aller vers quelque chose qui nous rassure. Ce qui veut dire que finalement, la verticalité de l'information n'est pas adaptée parce qu'il faut aller exactement sur le terrain de ces croyances. Il faut décrypter ces croyances, comprendre quels sont les leviers qui génèrent ces croyances et adopter le langage et les représentations des personnes auxquelles on s'adresse pour pouvoir travailler sur ces représentations. Être uniquement dans une information verticale et prescriptive ne génère pas du tout d'adhésion. Donc, pour moi, voilà, c'est pour ça que moi, je suis ravie de travailler dans un service public parce que je pense que, bon, hormis les cas de crise, voilà, sur l'information en crise, c'est encore autre chose. Mais en vie courante, les gens sont beaucoup plus ouverts et adhèrent beaucoup plus à une information servicielle qu'à une information prescriptive. Voilà. Jean-Pierre, je pense que ces propos doivent t'aller droit au cœur. Que pensent les patients? Que pensent les patients? Alors, il faut saluer effectivement tous les efforts, notamment dans le service public, qui servira toujours de référence compte tenu de l'absence de lien d'intérêt, mais aussi des acteurs du privé qui font une bonne communication. Mais je reviens à ce que j'ai dit avant. Les professionnels de santé, notamment les scientifiques, ont un devoir d'exemplarité, sinon tous ces efforts
seront relativement voués à l'échec. Et donc, il y a une notion qui peut s'imposer, qui est celle de l'intégrité scientifique. Autrement dit, Thomas Borrell a parlé de l'affaire Wakefield avec le Lancet, mais rappelez-vous, dans la séquence récente, il y a eu un article complètement bidon fabriqué qui a été également republié, je crois, dans le Lancet, d'ailleurs qui a relancé le complotisme. Donc, le niveau d'intégrité scientifique doit absolument être amélioré au niveau de la production scientifique et médicale. Et là, l'industrie et les chercheurs cliniciens, c'est un enjeu commun. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allé pendant, je ne sais plus combien d'années, à l'ASCO, qui est le congrès de référence en cancérologie qui se fait qu'à Chicago. Les 2/3 des communications sur des ruptures thérapeutiques concernant un médicament potentiel n'étaient plus reprises l'année d'après. Donc, il y a eu un emballement. Je l'ai dit, il y a eu une baisse de la qualité des publications scientifiques. Il y a une communication beaucoup trop précoce sur des résultats assez peu robustes. Et tout ça, en fin de compte, le résultat, c'est qu'à l'échelle d'en dessous, là où on essaye de communiquer vers le grand public, c'est devenu très difficile, surtout si c'est relayé par des gens qui peuvent avoir soit des lubies, soit des conflits d'intérêts, soit des liens d'intérêt, et qui vont se mettre dans une approche plus commerciale que éthique de l'innovation en médecine. Jean-Pierre, il y a aussi le fait que les patients veulent, si tu veux, en éliminant le jargon effectivement qui semble être un petit peu abandonné, mais qui existe encore, quand on n'arrive pas à dire à un patient exactement ce qu'il a, etc. Mais les patients ont envie d'adhérer au traitement, de ne plus être prescrits, on le ressent. Ils ont envie de participer, même de choisir leur observance. Donc, c'est de ce côté-là, si tu veux, il doit y avoir aussi des efforts de fait. Et est-ce que tu penses qu'actuellement, déjà, la loi sur le droit des malades est suffisante pour accéder à cela? Non, je pense que les enjeux pour les associations de patients, comme dans la pratique médicale, c'est la réduction des symétries. Alors, c'est un terme un peu pompeux, mais à travers les associations, il y a notre terme sociologique, il y a une acculturation. Donc, ils sont de plus en plus forts à trier la bonne et la mauvaise information. Et donc, d'ailleurs, ce sont des relais très efficaces pour les sites d'information qu'on peut qualifier de fiables et qui ne seront pas distordus et qui relayeront les fake news. Donc oui, il y a des progrès énormes qui sont faits au niveau des associations sur cette forme d'acculturation. Vous parlez de lecture critique, hein, des associations aussi se mettent à la lecture critique. Alors, ça a émergé depuis 10 ans, c'est plutôt les grosses qui ont des moyens, mais il y a une prise de conscience. Stéphane pourrait en parler mieux que moi d'ailleurs, puisqu'il est au cœur de ce dispositif pour sa partie. Justement, Stéphane, qu'en penses-tu? Marie, tu parles d'or pour moi, là, ce que tu viens de dire. Pourquoi la première fois que j'ai eu affaire aux fake news, à des choses comme ça, c'était dans l'épidémie du VIH, avant les traitements. D'accord. On a vite compris qu'essayer d'enfoncer les clous qui dépassaient, ça ne marchait pas, que la répression, la critique, ça ne marchait pas. Par contre, ce qui marche, c'est d'utiliser la force vitale des gens de se protéger. Restons dans le cadre de la Covid. Donc, les gens ont envie de se protéger, ont envie de comprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Et c'est là où je trouve que la prise en charge par les pouvoirs publics essentiellement, mais aussi par les experts de plateau, les platologues, a été insuffisante. C'est qu'au lieu de promouvoir la réduction des risques, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire expliquer aux gens comment, quand on veut faire quelque chose, on veut voir ses amis, comment réduire le risque. On aurait pris les choses sous cet angle-là en disant, vous pouvez faire les choses, mais voilà comment réduire le risque, voire, dans un monde idéal, le supprimer. On aurait pris les gens dans le sens du poil. Et ils auraient eu ainsi une espèce de boîte à outils qui leur permettait, en fonction des conditions de leur vie particulière, de se protéger. Et là, on aurait eu un discours positif. À la place de ça, on a eu des discours un peu, là on le voit avec l'isolement obligatoire hein, qui secoue beaucoup en ce moment, mais on a eu aussi un discours déjà contradictoire, enfin le masque, hein, bon on ne va pas refaire ce truc-là, mais bon le masque non, le masque oui, on est toujours dans cette espèce de va-et-vient et jamais on utilise l'envie des gens juste de prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches, quoi. Voilà, ceci étant dit, il y a deux choses. Alors moi, je rejoins absolument Gérald sur l'aspect déontologique. Je m'excuse, je ne suis pas médecin, mais je dirais quand même, les conseils de l'ordre ont été catastrophiques dans cette histoire.
Ils commencent à se réveiller un tout petit peu à certains endroits, mais vraiment, vraiment, ils n'ont pas joué leur rôle. Et ensuite, je pense qu'un point vraiment important, et là je rejoins Jean-Pierre, c'est dès le plus jeune âge, former les enfants, les adolescents à la démarche scientifique. On ne va pas en faire des médecins, on ne va pas en faire des statisticiens pour les essais cliniques, mais on les forme à la démarche scientifique, à l'aller, au retour, à l'hypothèse favorable à un moment, éliminée à un autre moment. Et quand ça va aussi vite que ce que c'est allé aujourd'hui dans la Covid, c'est normal qu'on dise blanc un jour et puis gris, voire noir le lendemain. Mais ça, les gens, ils n'avaient pas ces billes-là. On leur a jamais expliqué ça. Vincent, je vais te titiller parce que quand on ouvre le Vidal, on est en plein dans le jargon. Est-ce qu'il peut exister justement des outils de démystification et peut-être pour aider les professionnels de santé, je ne mets pas que les médecins, je mets tous les professionnels de santé, à utiliser un langage plus apte à intéresser les gens. Alors, ce n'est pas la seule solution, je ne mets pas tout là-dessus, mais est-ce que du côté de l'information des professionnels, on peut faire quelque chose aussi? Oui, bien sûr, tu as raison. Mais très modestement, on se convertit aussi à l'information chaude, comme on dit, c'est-à-dire qui est une réaction plus rapide. C'est indispensable, en effet, et dans un langage compréhensible. Je voudrais juste dire 2 points de notre expérience récente, qui va bien au-delà du Covid d'ailleurs, parce que c'est un révélateur de ce qui arrive plus généralement dans le domaine de l'information sur le médicament. Je voudrais rappeler l'importance des experts dans leur champ. Parce que ça a été dit plusieurs fois, quand il y a une crise, il y a beaucoup de gens qui parlent, et il y en a quand même certains qui savent beaucoup mieux de quoi ils parlent que les autres. Ça, il ne faut jamais l'oublier quand on essaie de travailler à agréger une information de référence. Il ne faut jamais oublier ces gens-là. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Et c'est mon deuxième point, la force d'une approche par un comité, c'est-à-dire par un comité en général multidisciplinaire d'experts, mais multidisciplinaire, c'est-à-dire c'est une communauté de personnes, car il n'y a pas de vérité scientifique, surtout dans les moments de crise, et la façon d'aborder une information qui peut être la plus fiable possible, c'est probablement différents champs. Et quand nous avons découvert, nous, chez Vidal, l'importance, à chaque fois qu'on voulait traiter un sujet, d'avoir les différents angles des différents experts du sujet, car ça nous permettait toujours d'améliorer la qualité de notre information. Giovanna, ça veut dire qu'il faut avoir un site, il faut avoir des informations, mais il faut peut-être former des communicants? Nous avons travaillé au sein du SPIS pendant les 2 dernières années, et je remercie Stéphane d'avoir participé à ces travaux, justement sur le type, le genre d'information à proposer pour contrer les fake news. Évidemment, le sujet est extrêmement vaste. Il y a, comme tu le dis, Marie-Augé, il y a différents canaux, mais il y a le canal de la formation des professionnels, il y a le canal de l'augmentation des compétences des publics, mais ce qui veut dire leur donner aussi les outils pour apprendre. Ne pas les submerger d'informations qu'ils ne comprennent pas, mais se mettre à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de la bonne information. Et puis, c'est l'adhésion, c'est-à-dire créer réseau entre structures, personnes, référents, influenceurs, journalistes qui partagent le même intérêt pour l'intérêt général, donc de la meilleure information des citoyens, pour qu'on se soutienne réciproquement, qu'on ne soit pas en compétitivité. Parce que l'enjeu de l'information, parfois, et de la communication peut générer des intérêts, peut générer une volonté de compétitivité. Et le but, c'est, à mon sens, de ne pas être en compétition, mais de travailler ensemble pour faire émerger vis-à-vis de ces complotistes, de ces mauvais émetteurs, la bonne information et l'information de référence qui sert réellement les intérêts de la santé publique et de nos citoyens. Thomas, Oui, est-ce que dans le vecteur information, justement, par rapport aux professionnels de santé, est-ce que les industriels ont aussi une action? On sait qu'on les
on se méfie toujours d'eux dès qu'ils s'adressent aux patients. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement un collectif entre les professionnels, les industriels et les patients pour mieux communiquer et pouvoir affirmer ensemble les mêmes choses? Je suis absolument convaincu, et quand je dis jeu, c'est jeu dans le travail qu'on mène collectivement, aussi bien au sein des entreprises du LEM, mais aussi dans ce qu'on fait dans le cadre de ce Lab Médicaments et Sociétés, que ce n'est qu'en appréhendant un certain nombre de réponses collectives qu'on peut y arriver. Et quand je dis ça, c'est très concret. Ça veut dire qu'émettre une information sur le médicament, sur un certain nombre de sujets, c'est un lien qui doit être tissé avec des représentants des usagers avant tout, parce que c'est quand même eux qui sont souvent, malheureusement, bénéficiaires de ces, si je puis dire, de ces infox, des professionnels de santé experts scientifiques et des industriels qui connaissent avant tout et mieux que tout le monde, souvent la matière première qui est le produit de santé, le médicament qu'ils commercialisent. Donc c'est certain que des choses doivent être faites sous cet angle-là. Et ça, c'est un premier point. Après, je rebondis sur ce qui était, on évoque, je trouve, beaucoup en filigrane, et c'est très bien, ou de façon très claire d'ailleurs, le rôle de l'approche critique ou de l'analyse critique des sujets scientifiques. Je viens de voir un petit message sur le chat de Xavier qui me paraît plein de bon sens. Est-ce qu'il faut former des journalistes à être médecins ou des médecins dans une approche de journaliste, et donc dans une approche critique de l'information qui est malheureusement de moins en moins enseignée peut-être, où le temps est disponible pour les journalistes et de plus en plus contraint, donc leur approche critique est aussi elle-même challengée, mais dans les deux sens, pour les professionnels de santé, c'est utile. Et vis-à-vis des patients, le développement des patients experts et du rôle des patients qui accompagnent notamment le corps des patients usagers pour avoir aussi cette approche critique, et donc cette approche critique de la chose scientifique, si je puis dire, est essentielle. On a notamment dans ces réflexions et travaux avec précisément Jean-François Bagman, que beaucoup d'entre vous connaissent, professeur de thérapeutique, réfléchi à ce qu'est la lecture critique d'articles grand public, qui n'est moins scientifique que des choses qui peuvent être enseignées dès le plus jeune âge et probablement à beaucoup de publics qui sont des utilisateurs de médicaments ou une information plus large à diffuser. Il y a des tas de choses à faire, mais qui, encore une fois, pour répondre précisément à ta question, ne peuvent être faites pour un certain nombre d'entre elles tout du moins, qu'avec des parties prenantes réunies, industriels, patients, usagers et professionnels de santé sûrement. C'est bien le rôle de notre association, de réunir. C'est pour ça que nous sommes membres de l'ABUM et fiers de l'être. Voilà, c'est réunir sous un même chapeau des gens qui ont les mêmes intérêts à vraiment donner de l'information, en particulier sur le médicament, mais qui va plus loin avec ce que nous vivons aujourd'hui, qui soit fiable, de qualité et qui puisse être pris par tout le monde. Voilà un petit peu le rôle. Pour terminer, puisque nous allons arriver près de la fin, est-ce que vous pourriez chacun en une minute, nous dire un petit peu votre mot de la conclusion avant que nos experts, que je vois très en train d'écrire, nous donnent leur conclusion à eux. Dans l'ordre que vous voulez. Giovanna? Alors, moi, le mot de conclusion est simple. L'information est un moyen et l'enseignement sont un moyen pour permettre de réduire les inégalités d'accès à la santé pour les citoyens. L'information est un vrai déterminant de la santé. La connaissance est un vrai déterminant de la santé. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité, pouvoir public, professionnels de santé, journalistes, industriels, chercheurs, enseignants, éducation nationale, de augmenter les compétences des populations pour pouvoir se dire d'ici 10 ans, les fake news n'existeront plus en santé. Voilà. Je vais reprendre l'ordre alphabétique de tout à l'heure. Thomas? Alors moi, je vais avoir… merci pour ce mot de conclusion, plein d'espoir, Giovanna, déjà. Merci aussi, c'est bien qu'on ait organisé cette réunion. Moi, je suis… sur le très court terme, l'enjeu qui se profile autour de la mise en place d'une stratégie vaccinale contre la Covid, puisque c'est aussi le thème de notre journée, est juste un enjeu sur lequel nous avons besoin tous de nous mobiliser plus que jamais pour que les fake news et les infox ne viennent pas détruire ce qui va être essentiel pour la santé de nos populations. Et Dieu sait comme nous sommes bien conscients que c'est un risque important.
Et après, mon dernier petit mot sera de vous inviter toutes et tous, auditeurs et parties prenantes de cette table ronde, bien entendu, à une réunion dédiée à cela dans quelques semaines pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur encore, collectivement, puisque c'est le mot que je retiendrai aussi, pour avancer et répondre à ces questions-là de façon très concrète. Vincent. Oui, simplement dire que le sentiment que j'ai, c'est que c'est en alignant au maximum l'information pour les professionnels et pour le grand public qu'on pourra, ça a été dit, mais j'aimerais insister là-dessus, qu'on pourra probablement être efficace et utile. Elle doit venir de l'ensemble des gens qui, effectivement, participent à la construire, mais elle doit s'adresser de façon la plus univoque possible aux différentes personnes qu'elle adresse, professionnelles et grand public. Stéphane? Ben, je remettrai le projecteur sur s'appuyer sur l'envie de savoir, la curiosité des gens, qui est quand même un moteur important. Et un point qu'on n'a pas trop abordé, travailler ensemble à trouver un émetteur pour ces informations de référence qui soit rassurant, acceptable, pas trop critiquable, pas trop partisan. Et ça, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Ouais. C'est Giovanna. Jean-Pierre. Tu as déjà dit beaucoup de choses, donc c'est un peu dur de passer en dernier. Moi, je dirais, non, attends, tout ça, c'est toi qui vas patients, conclure, hein. D'accord. Donc, je dirais, ce qui ressort pour moi, c'est la partie multidisciplinaire qui est indispensable. Alors, j'avais mis sur le problème de la légitimité de l'expertise. En fin de compte, c'est une obligation de parler avec les sachants, les vrais sachants, quel que soit leur domaine. Hein. Je mets là-dedans les industriels, le spécialiste des urgences, le spécialiste de santé publique, le modélisateur, etc. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Et ce qui ressort aussi, c'est, en fin de compte, dans votre référence au journalisme, moi j'ai pensé à chaque fois au journalisme d'investigation. Et c'est quoi le journalisme d'investigation? Quel que soit le background, si le travail est bien fait, c'est quelqu'un qui n'est pas un spécialiste qui va essayer de faire une synthèse. Bon. Si elle est très bien faite, je peux vous dire qu'elle peut peser très lourdement sur des orientations, y compris politiques de très haut niveau. Il y a quelques exemples, je parle même en médecine. Hein. Par exemple, le plan pandémie américain a été fait après la publication d'un livre sur l'épidémie de 18-19. Bon. Pour terminer là-dessus, donc cette indépendance, on la retrouve aussi historiquement dans ce qu'on a appelé l'évaluation des technologies, c'est-à-dire ce qu'était le mouvement d'HTA dans les années 90 aux États-Unis, qui a été un peu restreint en médecine à une approche beaucoup plus scientifique liée à la lecture critique. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des aspects sociologiques, économiques, psychologiques qui sont plus intégrés, qu'on retrouve dans les bons travaux du journalisme d'investigation. Et donc, surplomber un peu la mer, hein, si le système de santé, c'est la mer, il y a des journalistes qui expliquent et disent « Je vais aller voir un poisson pour savoir ce que c'est nager dans la mer, mais je ne vais pas lui demander de me décrire la mer. » Ok. Bon, est-ce que Nathalie ou Patrick, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre? Est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat où on pourrait répondre? Xavier? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc il y a effectivement une question qui revient assez souvent, qui est sur la responsabilité sociétale des journalistes. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. Sinon, il y a une question beaucoup plus pratique sur la vulgarisation des notices posologiques. Donc, un travail éventuellement avec la NSM pour faire des choses plus simples et plus accessibles. Et enfin, une autre question sur un mode pédagogique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des quiz pour les patients, enfin, voilà, pour les faire travailler sur le vrai fond? Voilà, quelques questions qui reviennent plusieurs fois. Vidal grand public, c'est ça, Vincent? Et en effet, bon, je pense que là, la question, elle va plutôt à la NSM, effectivement. Oui. Voilà, et donc, vous savez que nous, on met en lumière leurs travaux et on essaie de le distribuer et de les faire valoir. Donc, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt eux qui auraient posé la question. En effet, on peut certainement s'améliorer. Giovanna? Alors, peut-être voilà, un mot.
c'est pas d'espoir, mais de réalité. À partir de début 2021, sur santé.fr, nous allons mettre en ligne, parmi nos différents services, un chatbot dédié aux médicaments. Ce chatbot, effectivement, est sorti de terre. Alors, il aurait dû être déjà publié à la rentrée, en mois de septembre, et puis on a eu toute la crise pandémique qui nous a occupés sur d'autres sujets. Mais ce chatbot a été vraiment conçu à la demande des associations de patients qui ont pointé le fait que l'information sur voilà, les notices, l'information sur le médicament est très réglementée et elle est difficilement adaptée au cas spécifique de la personne. Elle n'est pas personnalisée. Et donc, pour nous, nous avons décidé d'aller dans le sens technologique d'un chatbot parce que c'est un outil qui permet d'affiner, de prendre en compte les besoins les plus personnels des individus et de fournir une information toujours fiable, de qualité réglementée, mais sans doute plus personnalisée. Donc, à partir du mois de j'espère, janvier, maximum février, on aura ce dispositif. Et bien évidemment, nous serons ravis que vous puissiez relayer ce dispositif auprès de vos publics. Est-ce qu'il y aura des réponses en ligne, Giovanna, ou bien est-ce que ce sera décalé dans le temps? Comme un vrai chat, c'est-à-dire on répond tout de suite? Non, c'est tout à fait. Tout à fait. C'est un vrai chat comme celui sur RATP ou SNCF. Et ce sera ouvert aux professionnels aussi? Bah, les professionnels sont des usagers de la santé. D'accord, tout à fait. Donc, mais ils pourront l'utiliser. Bon, Eric, je vois que tu me fais signe. Ah ben, vous allez nous challenger. Oui, tout à fait.